Bonsoir à tous. Je vous propose d'entamer ce conseil municipal. On va commencer par les présences. Nadège Dosba. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale. Dominique Baude. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Jean-Louis Martegoutte. Françoise Velasco. Carole Gréaume. Carole ? Elle a donné pouvoir à... Alors attends, je ne l'ai pas. Elle a donné pouvoir à... Ben non, je ne l'ai pas, c'est pas marqué. Je suis désolé, mais... Elle est venue le porter samedi à l'accueil pour qu'il le donne à Virginie ce matin. C'est toi qui l'as, Alain ? Donc Carole Gréaume, procuration Alain Bourguignon. Par contre, il faudrait retrouver le... Ah ouais. Ça j'ai perdu. Donc Hervé Georges, lui, il a donné pouvoir à Dominique Baude. Pierre Brouste-Lefin. Carole Bonafou. Florence Pereira. Anne-Marie Morera. France Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Perrine Heurtaud. Elle va arriver, ok. Tristan Poc. Vincent Téchouer, qui a donné procuration à Perrine Heurtaud. Corinne Laurent. Et Jean-Dany Garnin. Ok, ben là voilà. Je fais passer la feuille de présence. Je vous propose de passer... Alors, nomination d'un secrétaire de séance, c'est qui cette fois-ci? On était rendu à qui? Éric Chauveton, donc, en secrétaire de séance. Je vous propose de passer au premier point, c'est l'approbation des procès-verbaux. Donc la séance du 12 avril... Non, pardon, la séance du 17 mai et la séance du 12 avril, c'est ça. Séance du 12 avril, est-ce que vous avez des modifications à apporter? Non, pas de modification. Je mets aux voix le procès-verbal de la séance du 12 avril. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2, 3, 4. Vous votez pour 2, Mme Heurtaud. 5. Procès-verbal du 17 mai 2021. Je fais passer pour la signature. Procès-verbal de la séance du 17 mai. Y a-t-il des modifications à apporter? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? 5. Des oppositions? Ah, Monsieur Joubert, abstention? Non, non. Non. Donc 4. Premier point, donc les décisions. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2021-26, visa préfectorale du 17 mai 2021, esté en justice, requête numéro 21-01-007-2, déposée à l'encontre des arrêtés du 4 septembre 2020, pris par le maire, portant retrait des permis de construire. Numéro 033 498 20K 0026 et 0027. Décision numéro 2021-29, visa préfectorale du 7 juin 2021. Demande de subvention au département de la Gironde, dispositif voirie et sécurité. Décision numéro 2021-30, visa préfectorale du 7 juin 2021. Demande de subvention au département de la Gironde au titre du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, VDAEC. Décision numéro 2021-31, visa préfectorale du 7 juin 2021, signature du marché, remplacement et réparation de la toiture de l'ancien gymnase et des locaux attenants, numéro 2021-02. Décision numéro 2021-32, visa préfectorale du 7 juin 2021, signature du marché, fourniture et livraison d'équipements pour les espaces verts, numéro 2021-04. Décision numéro 2021-34, visa préfectorale du 7 juin 2021, fixation des tarifs des camps d'été 2021. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Voilà, je vous propose de passer à la première délibération. Ouverture des données. Ah pardon, on va commencer par ça, oui c'est vrai. Ce sera bien comme ça, après on peut le libérer. Bon, avant de commencer le conseil municipal, on va vous présenter donc Thomas Orsolani qui arrive, qui va se présenter et qui arrive pour prendre les fonctions de coordonnateur de la CTG au sein de la collectivité.
Thomas, toi. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je me permettrai juste de baisser le masque, comme ça vous verrez un visage sur un nom, et de le remettre pour respecter les règles. Écoutez, en tout cas, moi je suis ravi. Je suis arrivé très récemment puisque j'ai pris mes fonctions vendredi. Donc j'ai eu un super accueil pour mon deuxième jour. J'ai eu la chance de me présenter à vous. Pour faire très court, j'ai 36 ans, je viens de région parisienne, j'ai travaillé 18 ans en Seine-Saint-Denis. J'ai été en charge de tout ce qui est service enfance jeunesse. Voilà, j'ai œuvré pour les jeunes des différents quartiers que j'ai été amené à côtoyer. Je suis moi-même issu en tout cas de ces quartiers-là. Et puis j'avais envie de changement et on m'a proposé de venir ici après avoir postulé, donc j'en suis ravi. Je remercie tout d'abord la collectivité et la municipalité pour l'accueil qu'ils m'ont réservé depuis ces 2 jours. Voilà, j'ai été vraiment très bien accueilli. Je remercie également de m'avoir facilité mon arrivée. Donc voilà, ça c'est pour les remerciements. Bien entendu, je suis ici pour avant tout œuvrer pour les habitants, pour la jeunesse de Salles, également dans le cadre de la CDG pour mettre en transversalité les différents projets et actions qui seront à venir, et j'ai bien pris en compte l'ambition éducative de la municipalité. Donc j'espère en tout cas remplir à bien les missions qui me sont confiées et le challenge qui m'est proposé. J'espère vraiment également pouvoir mettre toutes mes compétences en tout cas au service des usagers, parce que c'est vraiment en tout cas c'est ce qui m'a tenu depuis toutes ces années, le service public, le service qu'on rend aux administrés. Donc voilà, je sais que M. Boutet, j'ai pu échanger aujourd'hui avec lui, a pas mal d'idées et j'en ai aussi, donc je pense que ça va bien matcher. Et je remercie encore une fois tous les habitants, toute la municipalité de Salles pour l'accueil qui m'a été réservé. Si en tout cas vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis assez disponible. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez que j'approfondisse mon CV ou mes idées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc si vous souhaitez un moment discuter avec lui, il a pris ses fonctions et il a son bureau au service éducation jeunesse, rue du Castéra. Merci Thomas. Donc on va passer à l'ordre du jour du Conseil. Délibération numéro 2021-36, ouverture des données publiques communales, mise en place de l'open data via le syndicat mixte Gironde Numérique. La parole est à Carole Bonafou. Il y en a 2. Vu la tenue de la commission municipale finance-budget du 7 juin 2021, considérant l'obligation faite aux collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants d'ouvrir leurs données publiques depuis le 7 octobre 2018, considérant que l'ouverture des données publiques permet de favoriser la transparence de la vie publique à l'égard des administrés, considérant que la mise à disposition des données permettra de réaliser des économies d'échelle en incitant l'ensemble des acteurs publics et privés à partager le même territoire numérique sans multiplier les acquisitions de données similaires, considérant que la mise à disposition des données pourra permettre de stimuler l'innovation et de participer à la relance en permettant aux acteurs économiques de développer de nouveaux usages et services numériques, considérant que la mise à disposition des données publiques facilitera leur réutilisation par les citoyens, les acteurs économiques et les partenaires institutionnels, considérant que l'ouverture des données est cohérente par rapport à la stratégie de développement portée par la collectivité, considérant qu'il est toutefois précisé que la commune, en tant que donneur d'ordre, producteur ou coproducteur, possède la propriété intellectuelle intégrante de ces bases de données, considérant que la collectivité souhaite mettre à disposition progressivement ces données de façon non discriminatoire et en permettant leur réutilisation pour un usage commercial ou non commercial sous une licence libre de type licence ouverte V2 ou ODBL, considérant que l'objectif est que la collectivité, ses délégataires et sous-traitants ouvrent leurs données et les mettent à disposition du public avec le moins d'obstacles possible à leur réutilisation en permettant de profiter pleinement du potentiel des données, mettre en place une gestion complète du cycle de vie de l'information,
prendre les décisions au regard de l'intérêt général. Considérant qu'il s'agit d'améliorer l'organisation et le fonctionnement administratif en adéquation avec l'évolution des pratiques et des usages numériques, l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire la publication proactive des données, est un moyen au service du droit d'accès des citoyens à l'information administrative. Cette ouverture présente de nombreux avantages en vue de fournir un meilleur service aux usagers, au travers notamment de la promotion d'une participation citoyenne à l'action publique. Considérant qu'il est aussi nécessaire de s'assurer que l'ouverture des données publiques soit réalisée dans un cadre juridique en conformité avec les dispositions relatives à la sécurité nationale, au secret professionnel et commercial, ainsi qu'à la protection des données à caractère personnel. Considérant à ce titre que les déclinaisons opérationnelles et juridiques seront les suivantes. La communication et l'information des services sur les données relevant uniquement des exceptions citées ci-dessus, l'ajout dans les contrats de la commande publique de clauses permettant l'ouverture des données, l'accès aux données pour les citoyens s'opérera depuis le site Internet de la collectivité, la délégation à Gironde numérique de la création du compte et de la publication des données sur la plateforme data.gouv.fr. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter le principe d'ouverture des données par défaut, de valider les principes opérationnels et juridiques ci-avant définis. Avez-vous des observations? Monsieur Poc. Chers collègues, dans la note de synthèse qui nous a été transmise, on peut lire sans prétendre rattraper le retard de la non-mise en œuvre à la date prévue d'obligation légale. La commune va prochainement développer le nombre de ces données ouvertes. Permettez-moi toutefois de rappeler qu'il s'agit là d'un sujet extrêmement complexe qui n'évoque certainement pas grand-chose de concret pour chacun de nous et qu'il s'avère difficile de connaître précisément la part des communes ayant franchi le pas de cette avancée à la fois technologique et informative. L'AMF ne disposant d'aucune étude en la matière, tout juste peut-on savoir que cette loi concerne 3 500 communes sur les 35 000 que compte notre territoire, ainsi que 1 250 EPCI. Parmi ces derniers, seuls 10% ont basculé vers l'open data à la date de juin 2020. Le chiffre serait apparemment du même ordre pour les communes. Il y a donc beaucoup à faire encore. Parlez donc de retard comme vous l'avez fait, manifestement tendancieux. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette démarche constitue une réelle opportunité pour améliorer le service public et l'information à destination des usagers qui pourront à terme comparer des données entre elles avec un seul point d'entrée, accélérer la transition numérique de la collectivité, sans compter la possibilité aussi de créer de nouveaux usages. Les enjeux sont multiples, voire même infinis, mais manipuler des données peut engendrer aussi des inquiétudes légitimes. C'est pourquoi, compte tenu de l'intérêt indiscutable du sujet, nous pensons qu'il pourrait être non seulement intéressant, mais surtout très utile que nous ayons, pourquoi pas chaque année, un bilan à la fois quantitatif et qualitatif des données communales qui auront été mises en open data, qui pourraient être réalisées par Gironde Numérique, ainsi qu'un calendrier précis des données qui pourraient être, dans les années qui viennent, y figurer. Merci. Je ne vois pas bien de ce qu'il y a de tendancieux de rappeler que la loi elle existe depuis 2018. Je comprends qu'il y ait beaucoup de collectivités qui n'aient pas pu se mettre à jour. Ça n'empêche pas qu'on est en retard et ça n'empêche pas que depuis 2018, ça aurait dû être mis en place. Voilà, il n'y a rien de tendancieux là-dedans, c'est juste un constat et rien de plus. Quant à ce que vous demandez, je ne suis pas sûr. Alors d'abord, ce n'est pas prévu par les textes réglementaires de vous faire un compte-rendu. Après, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir ce qui est mis sur le site data.gouv.fr pour constater ce qui a été mis en ligne. Mais un état exhaustif tous les ans, je ne suis pas sûr qu'on sera en capacité de le faire. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je vous propose de mettre aux voix qui est pour cette délibération. On va changer un peu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, numéro 2021-37, acceptation de la délégation du droit de préemption urbain DPU par la communauté de communes du Val de Leigh.
Vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité du 7 juin 2021, considérant que la loi ALUR susvisée a clarifié les dispositions relatives au droit de préemption urbain au sein de l'article L21-211-2 du Code de l'urbanisme, stipulant que la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Considérant que le transfert de compétences en matière de plan local d'urbanisme par arrêté préfectoral entraîne de plein droit la compétence communautaire en matière d'exercice du droit de préemption urbain. Considérant que la communauté de communes du Val-de-Leyre peut choisir de déléguer ce DPU aux communes membres sur une ou plusieurs parties du territoire dans les conditions prévues aux articles L211-1 et L213-3 du Code de l'urbanisme, considérant que la délégation du DPU à la commune permet à celle-ci d'acquérir par priorité, lorsqu'elle est dotée d'un PLU approuvé, des terrains faisant l'objet de cession et situés dans les zones urbaines U et à urbaniser AU de ce plan. Considérant que cette préemption peut s'exercer en vue de réaliser un équipement ou une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, considérant que le droit de préemption, qu'il soit délégué ou non, ne peut s'exercer que dans le respect des compétences statutaires de la collectivité, considérant que tout bien acquis par le délégataire entre dans le patrimoine de ce dernier, considérant la délibération du Conseil communautaire du 27 novembre 2019, décidant de l'instauration du droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines, U, et zones d'urbanisation future, AU, délimitées par le PLU sur le territoire communal de Salles, et de la délégation à la commune de Salles de l'exercice du DPU uniquement dans la limite de sa compétence statutaire, pour tout projet d'intérêt communal, la CDC exerçant quant à elle le DPU sur les projets d'intérêt intercommunal. Considérant que par délibération numéro 2021-9-10 du 14 septembre 2020, précité, le Conseil municipal a accepté la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par le Conseil communautaire de la communauté de communes du Val-de-Leyre au sein de la délibération subvisée. Considérant que la mise en œuvre de cette décision s'est avérée complexe en termes d'application dans la mesure où l'instruction nécessite alors un double visa de la commune et de la CDC dans un délai réglementaire particulièrement court au regard de l'importance que revêt ce type de dossier. Considérant la nécessité de revoir les conditions de la délégation du DPU de la CDC aux communes pour fluidifier l'instruction des déclarations d'intention d'aliéner et ne pas bloquer la réalisation d'éventuels projets d'intérêt communal. Considérant ainsi que le Conseil communautaire s'est prononcé favorablement lors de sa séance du 9 juin 2021 pour déléguer aux 4 communes du Val-de-Leyre, conformément à l'article L213-3 du Code de l'urbanisme, le DPU dans leurs zones UA, UB, UC, UE, UG, UI, UQ, UT et AU, la CDC exerçant quant à elle le DPU dans la zone UY dédiée aux activités économiques et commerciales. Considérant qu'il revient ainsi au Conseil municipal d'acter les nouvelles modalités d'exercice du droit de préemption urbain. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par le Conseil communautaire de la communauté de communes du Val-de-Leyre par délibération en date du 9 juin 2021. D'acter que l'usage de cette délégation s'inscrit dans le strict cadre des compétences communales, d'acter que le droit de préemption urbain délégué à la commune de Salles concerne les zones urbaines U et à urbaniser AU du PLU communal, à l'exception de la zone UY dédiée aux activités économiques et commerciales, sur laquelle le DPU est exercé exclusivement par la communauté de communes du Val-de-Leyre. Avez-vous des observations? Non? Pas de questions? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Alors. Ah non, attendez, j'en ai oublié un peu. Je suis désolé, j'ai oublié une page. Ils n'ont pas mis après. Il manque d'acter les délibérations, d'acter que les déclarations d'intention d'aliéner en zone UY sont à transmettre à la communauté de communes du Val-de-Leyre. Dans les 7 jours suivant leur réception par la commune, les autres DIA hors zone UY sont traités directement par la commune. De dire que l'adjoint en charge de l'urbanisme, agissant par délégation du maire, sera habilité à signer les déclarations d'intention d'aliéner en conformité avec la délibération numéro 2020-7-3-03 modifiée par la délibération numéro 2020-9-03 prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. De dire que le registre des préemptions
est ouvert et tenu dans la commune, à charge pour elle d'y inscrire toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis, en conformité avec l'article L. 213-13 du Code de l'urbanisme. De dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la commune de Salles durant 1 mois, qu'une mention commune avec la CDC sera insérée dans 2 journaux diffusés dans le département. Conformément à l'article R. 211-3 du Code de l'urbanisme, ampliation de la délibération sera également adressée à Monsieur le directeur départemental des finances publiques, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le tribunal judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce même tribunal. Veuillez m'excuser, donc je remets aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Cette fois-ci, elle a été jusqu'au bout. Délibération numéro 2021-38, demande formulée au titre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, création d'un emplacement réservé et classement en zone urbaine à vocation d'équipement d'intérêt collectif dominante, parcelle numéro AT 55, 56P et 168, située rue de la Haute-Lande. La parole est à Patrick. Donc, je vous passe tous les vues précédentes à l'année 2019. Vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité le 7 juin 2021, considérant que la commune de Salles connaît une croissance démographique continue très importante depuis plusieurs décennies et qui va se poursuivre au regard des prospectives définies par les documents d'urbanisme en vigueur et en cours d'élaboration, donc le plan local d'urbanisme PLU approuvé le 27 novembre 2019 et le PLUI qui lui est en cours d'élaboration. Cette croissance se traduit par le phénomène de division de parcelles déjà bâties, mais aussi par l'aménagement de terrains avec projet de bâti collectif ou de lotissement pavillonnaire qui ont pour l'essentiel été identifiés dans l'analyse du potentiel foncier à vocation d'habitat du PLU. Considérant que dans le cadre de ces réflexions sur les besoins d'infrastructures et d'équipements, notamment scolaires, associés à cette évolution démographique, la commune dresse les constats suivants. Un territoire communal attractif avec une organisation géographique spécifique, bourgs et quartiers, qui nécessite un fonctionnement adapté des services scolaires, enfance et jeunesse. Une croissance démographique importante impactant ces services dédiés. Le rapport de présentation du PLU a d'ailleurs mis en exergue la présence d'une population jeune, avec un renouvellement des générations en cours et composé en majorité de familles comportant un ou plusieurs enfants en âge scolaire. Cette arrivée de nouvelles populations et l'évolution des structures familiales impliquent de nouveaux besoins en mode d'accueil, d'éducation et de loisirs des enfants. Un nécessaire développement des équipements existants liés à ces perspectives de croissance démographique afin d'éviter un étalement du bâti consommateur d'espace préservé. Ce développement doit impérativement se faire en densification maîtrisée, plus spécifiquement dans le bourg et sur un secteur desservi par des voies et réseaux, évitant de générer des coûts d'accès supplémentaires tout en sécurisant les circulations et améliorant la fluidité actuelle. Considérant que ces constats ont conduit la commune à envisager certaines évolutions, dont l'adaptation des locaux scolaires et périscolaires existants et ou une construction nouvelle au niveau du groupe scolaire élémentaire Octave Cazovieille, situé aux 4 rue du Castéra. Considérant en effet que ce groupe scolaire, situé au cœur du centre-ville de Salles, nécessitera à court ou moyen terme une restructuration tant au niveau du nombre de classes que d'extension de la cour de récréation. Considérant que ce réaménagement doit être envisagé dans son ensemble en tenant compte de ses accès et du stationnement en vue d'améliorer et de sécuriser son accessibilité et son insertion dans le système de circulation du cœur de bourg, véhicules mais aussi cheminement doux. Ce cheminement permettra d'assurer aussi une jonction physique avec les autres équipements publics situés à proximité, hôtel de ville, cinéma, salle des fêtes, etc. et ce à partir de la rue de la Haute-Lande. Considérant ce besoin émergent, il est proposé au conseil municipal de demander auprès de la communauté de communes du Val de l'Aire, compétente en la matière, la prise en compte de celui-ci en inscrivant dans le cadre de l'élaboration du PLU intercommunal un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section AT 55 et 168 et sur une partie de la parcelle section AT 56, selon le plan annexé à la présente délibération. La commune demande également le classement de ce périmètre en zone urbaine à vocation d'équipement d'intérêt collectif dominante. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de valider cette demande de création d'un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section AT 55, 168 et 56P,
6 rue de la Haute-Lande et de classement du même périmètre en zone urbaine à vocation d'équipement d'intérêt collectif dominante au titre de l'élaboration du PLU intercommunal. D'autoriser Monsieur le maire à demander officiellement à la communauté de communes du Val de l'Aire de se positionner sur cette doléance au titre du PLU intercommunal par une présentation en conseil communautaire. Y a-t-il des questions? Allez-y. Moi, j'ai juste une question. Elles font quelle surface, ces parcelles? Alors exactement... À peu je vais vous près, dire quoi. ça. Non, mais pas à peu près. Quelques secondes pour être très précis et clair. Juste le temps d'aller directement On me dit sur... 3900 à côté. Hein. 1000, pardon? 3900 à côté. On me dit 3900. Oui, à peu près, voilà, mais j'allais vous préciser les 3 parcelles concernées. La partie P, c'est 800 mètres carrés à peu près, voilà. La petite partie et 2 autres parcelles pour, voilà, 3200 mètres carrés environ. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Je mets au voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2021-39, acquisition de la parcelle cadastrée numéro BV 36, 6-3 route de la Vignole. Le rapporteur, Bernard. Alors, vu la tenue de la commission municipale d'urbanisme et sécurité le 7 juin 2021, considérant que la commune entend développer la présence d'un service de proximité dans le quartier de la Vignole, considérant que pour ce faire, la parcelle section BV numéro 36, 6-3 route de la Vignole, d'une surface totale de 3 946 m², a été identifiée. Elle est située stratégiquement à l'intersection avec la route de Compostelle, au cœur de ce quartier. Ce terrain, classé pour partie en zone urbaine et pour partie en zone naturelle du Puy en vigueur, est actuellement occupé par un bâtiment vacant anciennement à usage de maison individuelle en R+1, en état de délabrement très avancé. Considérant qu'après avoir pris la tâche du pôle d'évaluation domaniale, avec une estimation de la valeur vénale du bien à hauteur de 220 000 €, la commune a adressé un courrier à Madame Anne-Marie Bayou, sa propriétaire. Considérant que celle-ci a procédé également à une expertise et que par courriel en date du 25 mai 2021, son notaire a fait savoir à la commune que Mme Bayou accepte de céder à la commune ce terrain au prix estimé par les services de l'État, soit 220 000 €. Considérant que cette opération permettra à la collectivité la maîtrise foncière du site afin d'y installer à terme une structure dédiée à plusieurs services de proximité, dont une mairie annexe. Ce sera aussi l'occasion de mettre en place un point d'accès Internet visant à réduire la fracture numérique. Cela sera aussi l'opportunité d'avoir une surface non bâtie conséquente qui donnera la possibilité d'aménagements divers, comme une aire de jeu par exemple. Ce bien fera l'objet d'une réhabilitation avec éventuellement une extension ou d'une opération de démolition et construction neuve à définir selon les études à mener suivant l'acquisition du bien et les éventuels financements qui peuvent en découler. Considérant qu'il est précisé qu'un bornage sera éventuellement nécessaire, les limites du terrain cédé pouvant légèrement différer des limites actuelles de la parcelle. Tous les frais de géomètre et d'acquisition, notamment les frais d'acte nécessaires au transfert de propriété auprès d'un notaire, seront pris en charge par la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à l'acquisition du bien situé 3 route de la Vignole, cadastré section BV numéro 36, d'une superficie de 3 946 m² au prix de 220 000 €, de dire que les frais de géomètres éventuels et d'actes notariés liés à toute démarche nécessaire au transfert de propriété seront pris en charge par la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit acte notarié et à intervenir au nom de la commune, et de dire que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget de la commune à l'article 2115. Avez-vous des questions sur cette délibération? Monsieur Poc. Je voudrais vous faire part juste de quelques observations quant à cette délibération.
Comment se fait-il en effet que cette délibération arrive a posteriori de la décision de Monsieur le maire du 22 avril 2021, date du cachet du contrôle de légalité de la préfecture? Vous pouvez parler dans le micro parce que j'entends pas d'ici. Excusez-moi. J'espère que ça va aller mieux là. Donc du 22 avril 2021, date du cachet de contrôle de légalité de la préfecture, de demande de subvention au département de la Gironde, dispositif acquisition financière. Dans l'article 1, on peut lire que le maire décide donc d'acquérir une parcelle bâtie BV 36 située à la Vignole de Salles en vue d'y installer une maison des services publics et demande ensuite, près de 2 mois plus tard, son avis au reste des élus. La démarche est pour le moins curieuse. Ensuite, vous précisez dans cette même décision que ce terrain aura vocation à installer une maison des services publics. Pourquoi donc ne pas reprendre ce terme dans la présente délibération, sachant que les maisons de services publics ont une réelle existence juridique avec un site ministériel dédié, devenu d'ailleurs depuis 2 mois le programme France Service. Enfin, à quel horizon prévoyez-vous les études? Car comme vous le soulignez à juste titre, l'habitation existante est en sérieux état de délabrement, même si j'ai cru comprendre que vous comptiez la démolir. Pour finir, si nous pouvons avoir des réserves sur le coût vraisemblablement important que pourrait représenter à terme cette opération, tant sur le plan des investissements prévisibles que sur le fonctionnement qui en découlera, y compris les agents communaux mis à disposition, l'idée d'établir une telle structure décentralisée dans un de nos quartiers, géographiquement plus proche du Barp que du centre-bourg, nous paraît sur le papier tout du moins intéressante. Simplement sur la demande de subvention, en fait, cette dépense, elle était inscrite au budget. Hein. C'était fléché, c'était fléché au budget acquisition foncière. Donc, on a commencé à demander effectivement des subventions. Et puis là, la délibération vient concrétiser l'accord ferme et définitif qu'on a eu avec la propriétaire. Mais il y avait déjà eu il y avait eu un soussain, il y avait eu, c'était au budget. Donc, ça, c'est pas un problème. Ensuite, vous avez parlé de démolition. On a dit qu'on ne sait pas encore. On va faire des études et on verra s'il vaut mieux garder le bâti tel qu'il est et le rénover ou si il vaut mieux le démolir. Hein. Ça, on n'est pas encore totalement décidé à ce sujet. Il y avait une autre question aussi. Oui, pour la maison de service public, effectivement, hein, c'est un équipement qui nous semble très intéressant pour un quartier éloigné du bourg, avec la possibilité, comme on disait, un accès Internet pour faciliter les démarches des citoyens sallois qui vont peut-être avoir besoin de plus en plus dans les années à venir à faire toutes leurs démarches en numérique et ça leur évitera de se déplacer jusqu'au bourg. Voilà. Ce projet, en plus, il repose sur plusieurs trucs. D'abord, des engagements qu'on avait pris, qui ne sont pas cachés. Hein. Les engagements, vous les avez lus, je pense, comme nous, on a lu les vôtres, au niveau de l'équipe municipale quand on s'est présenté. C'était bien précisé qu'on souhaitait faire une mairie annexe à la Vignole. Les budgets ont bien été inscrits. La deuxième option qui était aussi inscrite au programme, c'était refaire du foncier, puisque on voit bien aujourd'hui que le foncier nous manque, à tel point que, si mes souvenirs sont bons, dans l'ancienne mandature, il était prévu, je crois, une aire de jeu sur un terrain qui ne nous appartenait pas, avec lequel il aurait fallu passer une convention avec un privé. Là, aujourd'hui, on va se retrouver avec un foncier en cœur de village, qui va nous permettre éventuellement de créer une aire de jeu dessous. Vous parlez des maisons France Service ou de services publics. Je ne suis pas du tout sûr que ce type d'équipement y soit éligible. Je sais que, par contre, ça peut être éligible à d'autres dispositifs. Et en l'occurrence, il y a un dispositif sur lequel on va travailler avec la communauté de communes. C'est ce qu'on appelle les multiples ruraux, qui permettent d'ouvrir, au-delà d'un service public qui là est de la compétence de la commune, une autre partie qui pourrait être des équipements de proximité de type épicerie de dépannage ou autre chose, ou pourquoi pas, dans le cadre de la création du centre social intercommunal qui a été inscrit, un espace de vie sociale sur le quartier de la Vignole, pour permettre d'avoir ou des activités, ou une librairie type le Café en l'air comme il y a à Belin, ou d'autres types d'activités sur lesquelles on pourra lever des subventions. Donc il y a 3 objectifs à ça. 1, refaire du foncier, parce qu'aujourd'hui on n'en a plus du tout, et je me suis engagé à en refaire, et on va continuer dans ce sens-là. Et puis 2, réfléchir après ensemble à ce qu'on en fera. L'objectif, c'est de maîtriser un foncier stratégique au cœur d'un quartier. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie.
Décision modificative numéro 1 du budget 2021. La parole est à Jean Dany. Vu la délibération numéro 2021-21 du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal a adopté le budget primitif 2021 de la commune, vu la tenue de la commission municipale budget finances du 7 juin dernier, considérant qu'il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits en section de fonctionnement et d'investissement, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'inscrire au budget 2021 de la commune les crédits présentés sur le tableau annexé à la présente délibération, qui s'équilibre par section aux chiffres suivants. Section de fonctionnement 220 683 €, section d'investissement 597 000 €, d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget communal, dont les informations ont été précisées en séance. Y a-t-il des remarques ? Des questions sur cette délibération? Sachant que cette délibération, elle va certainement être amenée à évoluer au fur et à mesure des négociations, puisqu'aujourd'hui, on va la passer pour pouvoir lancer les appels d'offres, puisqu'aujourd'hui, on a deux types d'estimations. On a une estimation de la réfection des pompes par une entreprise spécialisée, et on a une proposition de tarif qui a été faite, qui a été chiffrée par notre agent d'assurance, c'est-à-dire par un expert des assurances, où il y a quand même une grosse discordance, sauf que on va dire que le calcul se fait pour le remboursement des assurances sur la base de l'expert. Donc là, l'idée, c'est déjà de lancer les appels d'offres pour voir à combien les entreprises vont répondre, de voir si ensuite on est dans les clous au plus près de l'entreprise qui nous avait fait une proposition ou de l'estimation faite par l'expert de la compagnie d'assurance. On sera même certainement amené à renégocier avec eux si jamais il y avait vraiment des dissonances entre ce qu'ils ont écrit et la réalité du retour d'appel d'offres. Donc, il est appelé à évoluer dans ce sens-là. Il y a des négociations qui sont aussi en cours pour la réfection des berges, puisque si le pont du Moulin du Berne, par exemple, nous appartient, c'est vrai que les berges appartiennent au moulin. Il va falloir qu'on engage une discussion avec lui sur la réfection des berges, parce que dans la réfection du pont, il y a aussi une partie de pelle-planche qui vont permettre de stabiliser les rives du Moulin du Berne et qui incombe plus aux propriétaires qu'à la collectivité. Donc on va essayer de négocier tout ça, et puis on n'est pas à l'abri non plus de bonnes surprises en termes de prix de rénovation. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'assureur nous fait une reconstitution de ponts à l'identique, sachant que les ponts à l'identique ne sont plus autorisés puisqu'ils n'ont pas les garde-corps, ils n'ont pas tout ça, donc on est obligé de le mettre aux nouvelles normes, ce qui a un coût quand même nettement supérieur. Mais vous aviez compris avec les explications de Bruno, cette délibération modificative concerne la réfection du pont de Duberne, du pont de Martin et du pont des Espiers. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2021-41, attribution du marché public relative à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration du multi-accueil. Je passe la parole à Morgane. Alors, avant de vous lire la délibération ci-dessous, et afin de rendre cette dernière plus compréhensible pour ceux qui nous écoutent, mais également pour ceux qui sont présents ce soir, je vous propose quelques éléments de contexte sur cette délibération pour mieux la comprendre. Donc, jusqu'à ce jour, la restauration du multi-accueil fonctionnait en régie par les agents de la collectivité. La volonté de changement de la municipalité s'explique notamment par plusieurs raisons. La première, la restructuration future de l'école maternelle Rive Droite, où se trouve la cuisine centrale. La deuxième raison, c'est la volonté d'obtenir et d'avoir des menus diversifiés et réalisés par des nutritionnistes. La troisième raison, pas négligeable, c'est la réduction des coûts en termes de main-d'œuvre, et notamment à travers la fourniture de certaines denrées alimentaires qui coûtaient extrêmement cher auparavant. Une gestion facilitée et enfin une responsabilité quasi dégagée au profit d'une entreprise. Quelques éléments supplémentaires sur le contenu de la prestation. Donc déjà, premièrement, les repas sont élaborés pour chaque catégorie d'enfants. Il y a 3 catégories d'enfants. La première, c'est les tout petits, inférieurs à 10 mois, les moyens entre 11 et 18 mois et les grands, supérieurs à 19 mois. L'accord cadre comprend également la fourniture des goûters, des stocks tampons et de l'épicerie. Les menus doivent être conformes aux recommandations du groupe d'études des marchés de restauration collective et nutrition de 2015 relatifs à la petite enfance.
Cette étude présente les interdictions, recommandations et obligations sur la nutrition de la petite enfance en termes de grammage, proportion et type d'aliments. Les menus doivent comporter des produits de qualité et durables. En effet, les repas servis dans les restaurants collectifs, notamment les crèches, doivent comprendre depuis 2022, notamment le 1er janvier, une part au moins égale en valeur à 50% de produits de qualité et durables, dont 20% notamment issus de l'agriculture biologique. Donc sur ce point, le prestataire que vous allez avoir dans quelques minutes se propose de s'engager sur 2 éléments. Le premier, 10 produits agriculture biologique par semaine pour chaque catégorie, donc ça fait 30 produits par semaine. 30% de produits de qualité et durables par semaine, toutes catégories d'enfants confondues. Et ensuite, dans le cadre des rencontres du goût, le prestataire s'engage à réaliser 11 repas à thème sur l'année. Alors pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont présents ce soir, peut-être avoir des éléments en termes de prix, en fonction des catégories. Donc par exemple, pour les tout petits, le repas est chiffré à peu près à 3,06 centimes hors taxe. Pour les moyens, à 3,28 euros hors taxe, et pour les grands, 3,48 hors taxe aussi. Alors après ces quelques éléments, nous pouvons passer donc à la lecture de la délibération. Donc vu la tenue de la commission municipale petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire le 8 juin 2021, considérant que la passation d'un accord cadre relatif à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration du multi-accueil est motivée par la réduction des coûts de production et la réalisation des travaux de réhabilitation prévus qui rendront indisponible l'accès et l'utilisation de la cuisine. Considérant que cet accord cadre est conclu avec un minimum de 20 000 euros hors taxe et un montant maximum de 125 000 euros hors taxe pour toute la durée de celui-ci, et qu'ainsi le conseil municipal doit autoriser le maire à signer le dit accord cadre conformément aux délibérations numéro 2020-7-3-03 et numéro 2020-9-03 subdivisé. Considérant que cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée, celle-ci s'est concrétisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics en date du 8 avril 2021, ainsi que sur le site internet de la commune et sur son profil acheteur, afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 6 mai 2021 avant 17h. Conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Alors je vous laisse peut-être prendre le soin et connaissance du tableau ci-dessous. Au terme du délai de remise des offres, une seule offre a été déposée, Happy Restauration. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'offre est conforme et que celle-ci correspond aux attentes décrites dans le cahier des charges, en obtenant un total de 90 points sur 100, avec un détail quantitatif estimatif sur une année de 27 974,79 euros hors taxe. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d'engagement relatif à l'accord cadre, objet de la présente délibération, et tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Avez-vous des observations? Pas de questions. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2021-42, adhésion au groupement de commandes initié par le SDEC pour l'achat et la location longue durée de véhicules électriques. La parole est à Éric. Vu la commission commande publique qui s'est tenue le 8 juin 2021, considérant que la commune de Salles est susceptible d'avoir des besoins futurs en matière de fourniture de véhicules électriques ou GNV, gaz naturel pour véhicules, de tourisme et utilitaire. Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir de meilleurs prix, considérant que les syndicats départementaux d'énergie de la région Nouvelle-Aquitaine, FDE, SDEC, SDER, SDE 24, SDEG, SIDEC et SDEPA, s'unissent pour constituer un groupement de commandes des personnes morales de droit public et de droit privé pour l'achat de travaux, fournitures, services visant au lancement d'un marché groupé portant sur la fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaire. Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords cadres, considérant que le SDEG, syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, est le coordonnateur local et l'interlocuteur de la commune,
Considérant que le SDEC, syndicat des énergies de la Creuse, sera le coordonnateur du marché européen pour la fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires, considérant que ce groupement et ce marché présentent un intérêt pour la commune au regard de ses besoins propres, après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Salles au groupement de commandes pour l'achat de travaux, fournitures, services pour une durée illimitée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en annexe et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. De donner mandat à Monsieur le maire pour décider de la participation de la commune à un marché public ou un accord cadre lancé dans le cadre de ce groupement s'ils répondent à ses besoins propres. D'autoriser Monsieur le maire à faire acte de candidature au marché groupé de fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires proposé par le groupement, d'approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l'article 8 de la Convention constitutive et d'imputer ces dépenses sur le budget de l'exercice correspondant, à savoir que le marché groupé pour la fourniture de véhicules électriques et GNV sera exonéré de tout frais, de s'engager à exécuter avec le ou les prestataires retenus les marchés, accords cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante dans le cadre de ce groupement, à régler les sommes dues et à les inscrire préalablement au budget. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, je voudrais savoir, ce sont des véhicules mixtes électriques GNV ou simplement un véhicule électrique et véhicule GNV ? Alors c'est véhicule électrique d'un côté, véhicule GNV de l'autre. J'ai pas ça, je connais pas d'hybride électrique GNV. Alors ça existe peut-être, mais j'en ai pas encore vu. Par contre, l'intérêt c'est que bon, le GNV ici maintenant, on a une station de recharge rapide à l'espace 21 au Pullman. Donc qui va pouvoir être ouverte aux collectivités. Donc ça a un intérêt intéressant parce que le GNV, le problème, c'est le remplissage. Et le remplissage, si on n'a pas des systèmes de recharge rapide, ce sera compliqué. C'est le même problème d'ailleurs avec les véhicules électriques, où il nous faut des bornes de recharge quand même rapides, puisque si on n'est pas capable de recharger des véhicules en 20 heures, ça deviendra un petit peu compliqué. Donc voilà, mais l'idée du groupement, c'est de voir, bon, a priori, c'est des économies non négligeables sur les marchés. On verra à l'usage en sachant que ça ne nous engage pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire nos marchés nous-mêmes par rapport à ça. C'est un plus qui nous permet d'être ouvert à une commande publique un peu plus large. Dominique ? Alors, je ne suis pas contre le principe d'achat groupé pour faire des économies d'échelle. C'est même plutôt une bonne idée, mais attention à ne pas acheter n'importe quoi sous couvert de groupement d'achat. C'est juste l'objet du marché qui ne me convainc pas. Ne serait-ce que le GNV, gaz naturel pour véhicules, d'origine fossile, et qui plus est méthanique, moins médiatique que le CO2, mais 28 fois plus réchauffant que pour l'atmosphère. Penchons-nous aussi sur la réalité des vertus des véhicules électriques. Le but inavoué est de faire tourner à plein les centrales nucléaires. Elles sont en perte de vitesse, en perte de légitimité environnementale, en perte de sécurité par rapport à leur vieillissement, en perte de crédibilité par les usagers de l'électricité par rapport au coût du nucléaire qui ne va cesser de grimper. La mobilisation de l'argent public sur ce projet est au détriment des énergies renouvelables. Alors l'énergie électrique, elle peut être renouvelable quand même aussi. Ça peut être aussi de l'énergie renouvelable, puisque l'électricité, on peut aussi la produire avec l'éolien, qui est de l'énergie renouvelable. Donc c'est pas l'énergie électrique, elle n'est pas que nucléaire quand même. Oui. Et là, bon, tu n'étais pas là, je crois, l'autre jour quand on l'a présenté, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir prochainement dans le cadre. Aujourd'hui, il y a des stations de recharge rapide qui se font par rechargement éolien, par exemple, au niveau des véhicules. On sait que ça va être une tendance quand même, ça va être une tendance au développement. Moi, la question que j'ai, c'est pas tant sur la production d'électricité et sur la capacité de recharger les véhicules avec de l'électricité propre. Le problème que j'ai, moi, en ce moment, c'est plutôt comment on retraite ou on recycle les batteries derrière. C'est surtout ça le vrai problème écologique derrière les véhicules. C'est pas tant la recharge des véhicules. Je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça rajoute quand même. Oui, au-delà de l'origine de l'électricité qui va alimenter les véhicules électriques, ce qui me pose problème, moi, c'est le côté social de la chose.
sachant que les batteries nécessitent des matériaux qui sont extraits par les enfants en Afrique. Alors ça ne gêne pas. En Europe, ça nous gêne de faire travailler les enfants, on interdit, mais en Afrique, ça ne nous gêne pas. Et là, il y a comme une contradiction qui me déplaît complètement, et je ne voterai pas contre ce projet-là, mais je m'abstiendrai, je pense. Voilà. La délibération, là, en l'occurrence, elle est faite pour voir quel sera notre besoin. Je ne dis pas que demain, on n'aura pas besoin de beaucoup de véhicules électriques. Aujourd'hui, on en a déjà quelques-uns. On a les petits véhicules qui sont dans le bourg, qui sont des véhicules à énergie électrique, qui sont rechargeables, les goupils. On a le goupil qui nettoie la place du marché qui est électrique. Des véhicules électriques ici, il y en a quelques-uns qui pourraient peut-être répondre aux peu de kilomètres que représente leur déplacement. Mais il n'est pas question de généraliser la flotte sur ça. Sur le GNV, parce que tout à l'heure je ne t'ai pas répondu, le GNV, je suis assez d'accord avec toi, c'est une énergie fossile, mais c'est quand même une énergie de transition pour passer d'un côté à l'autre et qui permettra peut-être d'attendre en émettant moins de CO2, même si j'entends bien la méthanisation, ce qui n'empêche que c'est quand même un véhicule, enfin les rejets sont quand même moins polluants que ce qui sort des véhicules diesel ou essence. Donc voilà, on ne va pas non plus faire, l'objectif c'est pas de faire une flotte 100%, c'est de dire que si on en a acheté, y compris dans les petits goupils qu'on a électriques, ben c'est qu'on puisse les acheter via un groupement de commandes qui nous permettrait de les avoir moins chers. On en a déjà en réalité. Les centrales nucléaires, à une époque, avaient besoin des chauffages électriques pour faire avancer leur commerce. Et comme les chauffages électriques sont vraiment en baisse, maintenant ce sont les voitures électriques qui sont... Je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que le chauffage électrique soit en baisse. Hein. Parce que moi, plus ça va, plus je vois de climatiseurs recto verso, là, je sais plus comment on appelle ça, réversibles, où les gens assurent leur chauffage. Et là, il y a toujours de l'électricité au bout. Hein. Donc l'électricité, enfin en réalité, le chauffage électrique, il n'a pas baissé. On a rajouté au chauffage électrique la climatisation. Et aujourd'hui, je dirais pas que c'est 80% des constructions, mais je suis pas sûr d'être très loin de la vérité. Raison de plus pour changer nos habitudes de vie. Non mais moi j'entends, je suis toujours amusé avec ce genre de sujet parce que c'est vrai qu'on en débat et c'est vachement sympa, mais c'est quelle solution existe derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, sauf à revenir à l'ère du feu, mais ça pollue aussi, je vois pas bien ce qu'on peut faire. Le bois, on peut pas l'utiliser. L'électricité, on peut pas l'utiliser. Le gaz, on peut pas l'utiliser. Le vent, ça fait trop de bruit. À un moment, sauf à revenir, je sais pas si dans la salle, il y en a qui sont prêts à revenir à ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamin. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, nos enfants, ils seraient capables de vivre comme ça. Voilà, je crois qu'il faut aussi se poser cette question-là. Alors, il y a des progrès à faire, il y a des progrès qui ont été faits en termes d'isolation, en termes d'énergie électrique. En l'occurrence, je pense que les systèmes réversibles sont nettement moins consommateurs que pouvaient l'être les grille-pains à une certaine époque, là, qu'on avait dans toutes les maisons. Mais à un moment, il faut aussi... on pourra peut-être baisser un jour la consommation, mais ça passera aussi par un arrêt on va dire, de la population. C'est-à-dire, est-ce que la population va continuer à croître? Ça va. Donc, c'est un ensemble de choses. Moi, j'entends bien, on peut pas, mais à un moment, il va falloir dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Et personne n'en donne, quand même. Oui, non, mais il y a quand même beaucoup de choses où on peut changer, comme l'isolation des maisons et tout un tas de choses. Ça se fait pas d'un seul coup, bien sûr, mais... Je propose de mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Pardon. 3. Des abstentions? Des oppositions, pardon? Aucune. Parfait. 3 abstentions. Délibération numéro 2021-43, convention de partenariat 2021, CAP 33. La parole est à Séverine. Vu la tenue de la commission municipale Finances-Budget le 7 juin 2021, considérant que dans le cadre de sa politique sportive résolument tournée vers l'accès à la pratique du plus grand nombre, la commune de Salles soutient ardemment le mouvement sportif pour qu'il offre une réponse la plus complète possible à la demande locale. Considérant qu'en complément des activités proposées par les clubs et associations, il apparaît extrêmement intéressant d'inciter les jeunes et leurs familles à la découverte d'une activité sportive. Considérant que le dispositif girondin CAP 33, piloté et cofinancé par le département avec un partenariat fort de la commune de Salles, offre une formule estivale adaptée au public et aux administrés sallois.
considérant en effet que ce projet, conforme en tout point aux valeurs que nous défendons, telles que la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes sans discrimination et l'éducation à la santé par le sport, propose des activités sportives ou ludiques en libre accès et destinées à l'ensemble de la population, dès 15 ans pour un jeune isolé et sans limite d'âge quand elles sont vécues en famille. Considérant qu'afin de permettre à la commune de Salles de concrétiser ce projet, il est nécessaire de conclure une convention avec le département de la Gironde fixant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, dont les engagements de chaque partie. Considérant qu'il est précisé que le département de la Gironde participe notamment au financement de cette opération par le versement d'une subvention à la commune sur la base d'un bilan qui lui sera transmis. Cette subvention ne pourra excéder 6 352 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat, jointe en annexe, nécessaire à l'accueil du dispositif CAP 33 pour l'année 2021, incluant la saison estivale et les petites vacances scolaires. Des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération numéro 2021-44, attribution du marché public de travaux relatifs au remplacement de l'éclairage des terrains du complexe sportif de rugby. Raymond Brun, la parole est à Nadège. Vu l'avis favorable rendu par la commission commande publique qui s'est réunie le 8 juin 2021, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 8 juin 2021, considérant que la passation d'un marché de travaux relatif au remplacement de l'éclairage des terrains du complexe sportif de rugby Raymond Brun est motivée par la nécessité de mettre en conformité ces éclairages à la réglementation en vigueur, plus économique et plus performant, et de permettre une évolution vers le niveau d'éclairage E2 préconisé par la Fédération française de rugby pour les matchs disputés en Fédéral 1. Considérant que cette consultation a été lancée selon la procédure adaptée, celle-ci s'est concrétisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics en date du 7 mai 2021, annonce numéro 21-62-259, ainsi que sur le site internet de la commune et sur son profil acheteur, afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 27 mai 2021 avant 17 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Donc l'analyse des offres a été faite avec un critère prix qui comptait pour 60% de la note et un critère valeur technique qui comptait pour 40% de la note. Au terme du délai de remise des offres, 4 offres ont été déposées. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat Eiffage Énergie Système Aquitaine, qui a obtenu un total de 95 points sur 100, en retenant la seule offre de base avec un montant du prix global et forfaitaire de 248 142 € hors taxe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d'engagement relatif à l'accord cadre objet de la présente délibération et tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Poc. Non, juste une petite question pour savoir si vous avez une idée précise de la date probable du début des travaux. Alors, pour savoir si dès que ce sera signé, c'est l'entreprise qui va faire une réunion de chantier. Mais dans les prochaines semaines. Là, alors on espère quand rapidement. même que ce sera livré pour la fin de l'été. Ouais, par contre, le souci qu'on a aujourd'hui, et puis que vous connaissez maintenant tous, c'est les approvisionnements matériaux qui sont en train de se complexifier d'une matière, puisque aujourd'hui on n'arrive même plus à avoir de rondins de bois à Gironde. Je crois que Pascal Poumero, il a 3 à 4 mois d'attente pour avoir des planches traitées à cœur. Donc aujourd'hui, on a une grosse interrogation sur la fourniture des matériaux. Donc ça risque d'être soumis à ça. Alors j'ai pas eu encore la société Eiffage, mais on a quand même ce risque-là. C'est-à-dire qu'eux, ils s'étaient engagés au moment de l'appel d'offres en disant on peut le faire dans l'été, ça peut être fini pour fin août. Par contre, on n'a pas du tout de garantie sur les délais d'approvisionnement. Et là, je dois avouer que je suis beaucoup plus inquiet, mais pas que sur ce chantier-là, sur l'ensemble des chantiers de la commune. Sur la livraison du matériel, ils s'étaient engagés sur un délai de 10 semaines. Mais bon, l'avantage avec cette entreprise, c'est qu'ils nous ont assuré que le maintien de l'éclairage des terrains serait en même temps que... Enfin voilà, il n'y aurait pas de coupure.
les joueurs ne seront pas obligés d'utiliser des lampes frontales pour s'entraîner. Il y a d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, deux motions. Une qu'on avait présentée la dernière fois, qui a été un peu remaniée, vous avez pu voir, puisque le gouvernement a changé un peu le fusil d'épaule en enlevant le nom du projet Hercule, mais en reculant pas pour autant. Donc la proposition qui vous est faite, l'impasse dans laquelle se trouve le secteur électrique aujourd'hui est le résultat des errements de la politique d'ouverture à la concurrence imposée depuis 20 ans à ce secteur. EDF est l'entreprise publique qui a permis de construire l'indépendance énergétique de la France au sortir de la guerre. Sa situation financière est aujourd'hui fragilisée par le montant de sa dette, mais également par un expansionnisme international coûteux et par le fiasco du chantier EPR. Alors que le service public avait su développer en quelques décennies de grands réseaux et parcs de production, les investissements nécessaires à la maintenance du parc actuel et à la transition énergétique semblent aujourd'hui impossibles à réaliser. Les usagers ont pourtant vu les tarifs de l'électricité augmenter de 60% depuis l'ouverture du marché aux particuliers en 2007, tandis que l'inflation cumulée sur cette période restait inférieure à 15%. Le projet de réorganisation d'EDF, négocié dans l'ombre depuis près de 2 ans entre la direction de l'entreprise, le gouvernement et la Commission européenne, ne ferait qu'accentuer ces difficultés. Même si le ministre de l'économie a acté l'abandon du nom du projet Hercule, le projet, lui, est loin d'être abandonné. En toute opacité, sans consulter la représentation nationale, l'État s'obstine à introduire de force la concurrence dans une industrie de réseau qui ne s'y prête pas et à recourir à des capitaux privés pour les investissements de long terme qui nécessitent une garantie publique. L'urgence climatique nous interdit d'abandonner ce bien commun qu'est l'électricité, comme peut l'être l'eau ou toute autre forme d'énergie, aux errements d'un marché manifestement inadapté à ses spécificités. Considérant l'importance économique, sociale et écologique de préserver l'intégralité de l'entreprise EDF, de garantir ses missions comme ses moyens, de disposer d'un véritable outil public pour construire la transition écologique et énergétique, il est proposé au conseil municipal de voter la présente motion qui demande expressément au gouvernement de renoncer à tout projet de démantèlement de notre opérateur national qu'est EDF et de proposer à l'opposé la construction d'un véritable service public de l'énergie qui assurera la péréquation territoriale, l'égalité d'accès à l'énergie et le développement d'une énergie durable sur tous nos territoires. De transmettre cette motion à la représentation nationale et à la présidence de la République. Place au débat. Madame Heurtaud. Oui. D'abord, je voulais excuser Vincent Téchouer qui n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Concernant sur le sujet sur l'avenir d'EDF au travers le projet Hercule, même s'il ne porte plus le nom d'Hercule, il n'aurait pas pris part au débat pour des raisons juridiques et au regard de sa position professionnelle de membre de CODIR d'Enedis Aquitaine Nord. Au vu de ces éléments cités, il ne fera aucun commentaire et il ne participera pas au vote. Et quant à nous, nous 4, nous nous abstiendrons. C'est un sujet éminemment politique et on n'a pas en fait tous les tenants et les aboutissants pour nous prononcer. Je confirme que l'énergie est un sujet éminemment politique. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Il y a 2 possibilités. Soit on veut tout confier au privé, soit on ne veut pas. Moi, je fais partie des gens qui pensent que si l'État n'a pas vocation, par exemple, à vendre des voitures ou à faire des voyages d'avion, par contre, il a vocation à gérer l'eau et les énergies qui sont des biens indispensables à la vie de nos concitoyens de tous les jours. Et je pense que oui, c'est un vrai débat politique, c'est un vrai clivage, mais alors celui-là, je l'assume parfaitement et complètement. Et je pense que nombre de mes collègues aussi. Jean-Louis. Non, il n'y a pas de problème, je voterai pour cette motion, mais je me pose la question de savoir quel est le poids de... Est-ce que toutes les communes font la même chose? Pardon? Beaucoup, d'accord. Bon, ce serait bien, le maximum, ce serait le mieux, oui. Pas toutes, hein. Je confirme, parce que, comme on disait, c'est un sujet éminemment politique et il y a des équipes qui ne souhaitent pas de s'engager dans ce type de débat. Moi, je pense que les collectivités locales, enfin l'électricité aujourd'hui pour nous, c'est quand même un enjeu, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est un vrai enjeu et je pense que le laisser à la mainmise privée, je ne suis pas sûr que c'est ce qui permettra demain le développement d'énergies renouvelables. L'État, après la guerre, a été capable de sortir
des parcs de production gigantesques, même si c'était du nucléaire, mais il y a aussi eu de la production électrique et il y a eu d'autres types de production, qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité de les entretenir parce qu'elle a tout confié à la manne privée. Je pense que si sur l'énergie, l'eau et tout ça, on doit se poser la question, je pense qu'on doit se poser les mêmes questions et surtout ne pas répéter les erreurs qui ont été faites dans le cadre, par exemple, du transfert de la gestion des autoroutes dont on voit le résultat aujourd'hui. Dominique. Je vote pour cette motion car EDF ne doit pas être morcelé inéquitablement. Qui pour rentabiliser le privé, qui pour faire payer la gabegie nucléaire par le public. Non, ce n'est pas EDF qui doit être démantelé, mais plutôt les centrales nucléaires, toutes plus ou moins vieillissantes. Certes, elles sont productrices d'électricité, en partie décarbonée, mais tout de même productrices de déchets nucléaires dont on ne sait plus quoi faire. De plus, on nous habitue à la banalisation du risque nucléaire, et en même temps, comme dirait notre président de la République, Fukushima continue de déverser des eaux fortement radioactives dans le Pacifique. Et Tchernobyl a repris du service avec son magma incandescent et sa forte radioactivité sous le réacteur numéro 4. Le premier sarcophage, qui devait durer plusieurs décennies, doit être changé car il fuit de plus en plus. Du point de vue économique, l'industrie nucléaire, qui était un fleuron français de l'industrie énergétique, est devenue un gouffre financier incommensurable, notamment avec l'entretien replâtrage ou grand carénage de la quasi-totalité des centrales nucléaires. On n'a même pas honte d'exporter dans d'autres pays, et jusqu'en Absurdie, nos centrales et notre technologie fut-elle de pointe. Chez nous, le fait de refiler le bébé nucléaire au public est minable et abominable. On va continuer à produire du risque nucléaire et parce qu'ils n'auront pas d'autre choix, les usagers de cette énergie nucléaire vont encore payer lourdement les factures d'EDF Bleu. Alors EDF, notre fournisseur d'électricité historique, doit garder les meilleures sources d'approvisionnement énergétique non polluantes et les offrir en service au public. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Oui. Allez-y, Monsieur Poc. Oui, juste moi, je n'aurais pas la prétention d'avoir une analyse aussi technique que Monsieur Baud. C'est un sujet qu'il connaît certainement très bien. Simplement, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est un sujet éminemment politique. Et moi, j'ai plutôt l'impression, c'est mon sentiment, qu'on se donne bonne conscience, mais en fait, on essaie de gagner du temps. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de grosses entreprises qui ont été démantelées. On va citer France Télécom, La Poste, puisque vous connaissez très bien, Monsieur le maire, et d'autres. Et puis finalement, on gagne du temps, mais on arrive quand même à ce qui était voulu. Donc c'est très bien, on se donne bonne conscience aujourd'hui, mais comme vous l'avez bien compris, vous l'avez répété, je pense que le projet sera bien finalisé de toute façon. C'est pas une question de se donner bonne conscience. Alors, j'ai pas cette prétention-là, ni pour la Poste. La Poste, j'ai fait partie des gens qui ont combattu la privatisation de la Poste. On en voit d'ailleurs le résultat aujourd'hui, où dans une commune de 8000 habitants, on nous parle d'une transformation du bureau de poste en maison de service public, juste pour trouver des financements et puis garder qu'un agent ici. Voilà, ça c'est le résultat des gens qui n'ont rien fait à une époque ou qui ont laissé faire à une époque. On en paye aujourd'hui les pots cassés. On a vu les pots cassés au niveau des autoroutes, on voit les pots cassés, donc il n'est pas question de rester les deux pieds. Oui, c'est politique, mais oui, si personne ne fait rien, mais c'est pas pour se donner bonne conscience, c'est qu'à un moment, il faut bien qu'on bouge. Et si ça commence pas par les collectivités locales, personne ne le fera. Je mets aux voix cette motion. Y a-t-il des oppositions? Donc il y en a un qui ne participe pas. Des abstentions? 4. Merci. Deuxième motion qu'on avait dit qu'on préparerait, avec un territoire d'intervention de 546 km² et une population en forte et constante augmentation. L'effectif des 16 militaires affectés à la brigade territoriale de gendarmerie de Belin-Bélier ne semble pas prendre en compte les spécificités d'un territoire aussi étendu et son évolution démographique. Si aujourd'hui, on peut constater une baisse générale des dépôts de plaintes,
Celle-ci n'est pas du tout significative et plutôt liée aux différentes mesures prises dans un contexte de crise sanitaire, comme les couvre-feux ou encore les mesures de confinement. Par contre, la liste des petites incivilités s'allonge et les cambriolages domiciliaires se multiplient sur le territoire communal. L'autoroute A63, qui traverse notre territoire, et bien que bénéficiant de forces de sécurité spécifiques, est souvent saturée et entraîne des reports importants de véhicules, y compris poids lourds, sur les différentes voies de nos communes. Ces transferts de circulation de plus en plus réguliers entraînent une hausse des infractions et une insécurité routière qui mobilise trop souvent la brigade de Belin-Bélier. Les congés, les repos, les récupérations, les maladies ou bien encore les formations font que les effectifs réels présents sont très en deçà des besoins du territoire, et cela malgré toute la bonne volonté de nos gendarmes. La situation anxiogène, effet d'une crise sanitaire que nous voyons sans fin, amène de plus en plus d'agressivité et de situations qui peuvent devenir rapidement explosives. Si certaines communes, et notamment la nôtre, affichent un réel volontarisme en matière de lutte contre la délinquance et les incivilités, en renforçant et en formant les effectifs de la police municipale, ceux-ci ne sont pas là pour remplacer les forces de sécurité de l'État, mais plus pour assurer une réelle police de proximité. Les élus de la communauté de communes du Val de Leye, avec l'appui de la préfecture et de la gendarmerie, se sont engagés financièrement pour que les militaires quittent le plus rapidement possible des locaux indignes et vétustes avec la construction d'une nouvelle gendarmerie à Belin-Bélier. Mais si les moyens matériels sont très importants, les moyens humains le sont tout autant et force est de constater qu'il est difficile de respecter des temps d'intervention corrects sur un territoire aussi étendu avec des effectifs aussi faibles. Considérons donc l'évolution importante de la population et la superficie de notre territoire afin de déterminer au plus près les besoins futurs de la nouvelle caserne de gendarmerie. Et après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de demander à monsieur le ministre de l'Intérieur le renforcement significatif des effectifs et des moyens de la brigade territoriale de Belin-Bélier, de demander à monsieur le ministre de l'Intérieur que nous soit communiqué l'évolution des effectifs de la brigade à moyen terme avant la mise en œuvre réelle du projet de nouvelle caserne. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Joubert. Oui, je vais prendre la parole. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, vous m'entendez? Bon, c'est bon. La question de la sécurité est de nos jours sans doute la plus commentée dans l'actualité, car elle est inséparable de notre quotidien. Nous avions été à l'initiative de cette motion que nous avions souhaité voir élargie à l'armement de la police municipale de Salles. Monsieur le maire s'y est opposé et il n'est pas question ce soir d'y revenir. Le sujet est ailleurs. Notre groupe politique va bien évidemment voter pour cette motion en espérant qu'elle obtiendra de la part de l'État une réponse circonstanciée, quelle que soit la teneur. En effet, nous manquons cruellement de statistiques en matière délictuelle et la question est bien de savoir si la délinquance augmente effectivement sur notre commune ou bien est-ce plus simplement un sentiment d'insécurité partagé que vivent nos administrés sallois. Pouvons-nous parler d'une petite délinquance rurale ou voyons-nous arriver une délinquance plus multiple et violente tout droit venue des grandes villes? Peut-être aurons-nous un début de réponse lorsque nous aurons connaissance des dernières statistiques. Quoi qu'il en soit, nous considérons que chacun a le droit le plus légitime de vivre sereinement sans avoir la peur d'être ou bien agressé, ou bien sujet à un cambriolage, ou bien victime de vol à la roulotte dans son véhicule, ou bien faire les frais de trafic de drogue, etc. Bref, si tant est que notre commune, voire notre territoire intercommunal, devait constater une recrudescence des délits sur les personnes ou sur les biens, ou d'actes d'incivilité, nous soutiendrons sans faille et unanimement toutes les actions mises en œuvre par la municipalité pour lutter contre ce fléau, à commencer par une augmentation des effectifs et des moyens en faveur de notre police municipale. Quant aux effectifs de la gendarmerie, car nous sommes en zone rurale, cela vaut aussi pour les effectifs de la police nationale, sur les zones citadines et urbaines. Nous rentrons de plein pied sur un autre registre plus inquiétant cette fois, celui de l'État, qui se décharge de plus en plus de ses responsabilités sur les collectivités. Car si les communes sont contraintes de plus en plus à renforcer leur police municipale, c'est pour pallier les manques de l'État qui ne fait plus de la sécurité et du maintien de l'ordre une priorité régalienne. Les communes de la Thèse de Buch d'Arcachon demandaient avec insistance à l'État des effectifs supplémentaires pour leur commissariat et il a fallu plusieurs années pour obtenir, enfin, l'octroi cette année de 10 nouveaux fonctionnaires de police.
Dans ces conditions, il n'est sans doute pas inopportun de demander dès aujourd'hui des moyens supplémentaires pour notre brigade de gendarmerie de Belin-Bélier, alors que l'attrait touristique de notre territoire et sa population en hausse constante peut faire craindre à terme une inéluctable montée de la délinquance ou des actes d'incivilité. Merci de votre écoute. Plusieurs points, je suis assez d'accord avec une grande partie de votre analyse. Alors sur les statistiques, je peux vous en donner un petit peu, mais elles sont pas, ce que j'ai dit, elles sont absolument pas significatives. D'abord parce que je les ai eues très tard et qu'on a une baisse constatée des dépôts de plaintes, mais essentiellement due sur toutes les communes du territoire, hein, c'est-à-dire pas que sur Salles, sur tout le Val-de-Lair, sur même le Pays Barval. On a une baisse générale, mais qui est essentiellement due à l'effet de la crise sanitaire et aux mesures de confinement qu'on fait qu'il était quand même beaucoup plus difficile de sortir. Et puis c'était quand même beaucoup plus contrôlé. Donc de fait, il y a une baisse des, on va dire, des gros délits qui nécessitent des dépôts de plainte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en baisse, hein. Ça veut juste dire que pour l'instant on constate une baisse eu égard à la situation qu'on traverse. J'ai grand peur demain. Par contre, vous avez raison, c'est sur les... Alors on n'est plus sur une délinquance rurale, alors, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on n'est pas sur une délinquance citadine. On n'a pas encore les armes à feu ou les kalachnikovs dans les rues. On a juste, enfin, on a quand même eu un agent qui tient l'aire d'accueil du BARP, l'agent d'accueil du BARP qui a quand même fait plusieurs jours d'hôpital après avoir été tabassé à coups de batte de baseball quand même, et avec une intervention de la gendarmerie de 30 minutes. Et sur lequel les policiers municipaux ont refusé d'intervenir parce qu'ils n'étaient pas armés, et sans quoi je peux les comprendre. C'est-à-dire que c'est difficile d'y aller. Les gendarmes, quand ils y sont descendus, ils y ont été à 14, plus le PSIG. Voilà, donc c'est compliqué quand même d'envoyer nos policiers sur ce genre de mission. Alors en plus, au BARP, ils sont 2, et ils n'ont pas vraiment de mission police, ils sont plus sur des missions... type cimetière, arrêté, etc. Donc voilà, on n'a pas une grosse délinquance. Par contre, ce qu'on constate, c'est une exaspération des gens, ce que je peux entendre, sur toutes les incivilités. Les incivilités les plus remontées, elles sont de plusieurs types. Il y avait tout ce qui était routier, c'est-à-dire les excès de vitesse. Je vais vous en parler tout à l'heure, je vous donnerai les statistiques de contrôle de vitesse qui ont été faits par la police municipale sur la commune tout à l'heure, hein, au moment des communications diverses. C'est vraiment ça. Le fait que la police municipale contrôle de façon ferme et retire les points de façon tout aussi ferme fait que si j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir sur la vitesse dans mon bureau depuis que je suis élu, je ne vois plus personne depuis quelques mois. Donc je pense que le message est passé et le message de fermeté aussi. La deuxième incivilité, c'est le bruit. Et le bruit, notamment des scooters, etc., qui provoquent de l'exaspération chez les gens. Ce que je peux entendre, parce que je les ai aussi devant chez moi, et quand ça traverse, il y a des pots d'échappement qui sont alors, soit mal réglés, soit faits pour faire du bruit. La police municipale va être équipée dans quelques semaines d'un sonomètre, et ça va être le même principe, c'était la même punition. Ça va être la meilleure méthode étant de taper au portefeuille. On va caler des contrôles sonomètres au niveau des véhicules. Le fait qu'ils aient été beaucoup contrôlés ces temps-ci, et par la gendarmerie par contre qui a fait de gros efforts sur le sujet, et par la police municipale, fait qu'on a une petite baisse. Mais ils sont toujours... il y a des moments, malheureusement, par exemple le week-end, où on n'a pas la police municipale, où la gendarmerie n'est pas forcément en patrouille, et là on a pas mal de petites problématiques là-dessus. Des problèmes de drogue, malheureusement on en a comme dans toutes les communes aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui se développe, malheureusement. Alors pas forcément des drogues dures, hein, mais on a quand même quelques sites de revente sur la commune. Je sais que la gendarmerie est dessus. C'est pas des choses qui sont faciles pour les enquêtes pour prendre en flagrance sont quand même un petit peu compliquées. Elles sont longues surtout. Elles aboutissent régulièrement, mais par contre il faut du temps pour que ce soit réglé. Voilà, et le dernier point que je voulais aborder, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, l'État qui se décharge. C'est clairement le cas. Hein. Je veux dire, les gendarmeries aujourd'hui, moi ça va faire 20 ans aujourd'hui que je suis élu, ça fait 20 ans que la gendarmerie de Belin, elle est indigne et vétuste. Voilà. Et ça fait 20 ans que personne ne bouge. Gendarmerie, premier intervenant d'abord. Aujourd'hui, la communauté de communes a décidé de s'emparer du sujet,
C'est nous qui l'avons proposé à la sous-préfète, qui a trouvé l'idée intéressante, même si la commandante de gendarmerie voulait nous en parler, mais on a été les premiers à lui en parler. Des terrains ont été proposés, vous le savez, pour ceux qui siègent à la communauté de communes. Un premier terrain a été proposé à Belin-Bélier, sur lequel la sous-préfète avait promis de nous aider avec les services de l'État. Les services de l'État qu'on a rencontrés en CDC sur le sujet, qui nous ont dit oui, on va vous aider, tout ça. Et 3 jours après, on recevait une lettre en nous disant que c'était une fin de non-recevoir parce qu'il y avait, je ne sais plus lequel c'était cette fois-ci, c'était le papillon ou c'était l'oiseau local. Voilà, plus un peu de zone humide qui faisait que on ne pouvait pas construire la gendarmerie. Donc il a fallu trouver un plan B. Et là, aujourd'hui, ça est en train de se résoudre puisque la communauté de communes, d'abord, s'est engagée avec un bailleur social à apporter sa caution sur la construction. Donc, la construction aura lieu via un bailleur social. Et aujourd'hui, globalement, un préaccord, on va dire, est en cours sur l'ancien Super U de Belin-Bélier. Voilà, qui permettrait de faire à la fois du logement social et à la fois la gendarmerie avec 16 logements. Voilà, donc c'est un sujet qui avance un peu vite depuis que la communauté de communes l'a pris en main, et ça permettra, je l'espère, qu'on inaugure tous ensemble, ou tout du moins déjà qu'on pose la première pierre tous ensemble, d'ici 1 ou 2 ans. Et je pense que ce serait... les gendarmes vont y être très attentifs, mais ils vont y être aussi très sensibles, parce que franchement, si vous avez l'occasion un jour de visiter les locaux, eh bien, je vous souhaite du plaisir, parce que c'est franchement innommable. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait ici qui soient en capacité d'habiter dedans. Voilà. Tout ça qu'on a, c'est beaucoup d'incivilité, mais beaucoup aussi d'agressivité liée au contexte anxiogène. Il faut pas rêver. Hein. On a des montées de violence, qu'elles soient verbales, qui sont compliquées à gérer, parce que le climat il est lourd, et il est temps franchement qu'on sorte de cette période, parce que je suis pas sûr que ça va aller en s'arrangeant autrement, quoi. Je vous propose de passer au vote. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, communication diverses. Prochain conseil municipal, donc il aura lieu le 8 juillet 2021. Il n'y aura certainement pas beaucoup de points à l'ordre du jour, ce sera le conseil de fin d'été, mais on risque d'avoir quelques délibérations à passer, ne serait-ce que pour les travaux du rugby, puisqu'on a des marchés en cours, et notamment pour la... Comment on appelle ça, la palissade, pour la main courante. Voilà, et puis pour les travaux du foot aussi, donc il y aura certainement un conseil pour ça. Oui, Mme Heurtaud. Vous avez dit le 8 juillet, c'est un jeudi, c'est normal? Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a le centre de vaccination. Okay. C'est ça, le 6. Non, mais pas de souci, c'est juste... merci. Voilà. Bon, enquête publique pour le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque. Oui. Oui, pareil, ouais. Enquête publique sur le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol par la société Urba 80 en lieu dit Ossos, située en partie sur l'ancienne décharge publique dite du Tronc, du 14 juin au 15 juillet 2021. Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences. Alors, il était là aujourd'hui en mairie les 14 juin de 8h30 à 11h30, 24 juin de 9h à 12h, 3 juillet de 9h à 12h, 15 juillet de 14h30 à 17h30. On a reçu le 4 juin, je crois, on a reçu le rapport final de la Chambre régionale des comptes sur les exercices de 2012 à 2019. Le document aujourd'hui est finalisé. Il a été reçu par les services. Les 3 ordinateurs concernés, c'est-à-dire M. Nuchy, M. Derville et moi-même, nous avons 1 mois pour faire valoir nos observations écrites, qui ne changeront pas le rapport. Le rapport, il est écrit, il est définitif. On a 1 mois pour faire valoir nos observations qui seront annexées dans 1 mois au document final. Jusqu'à cette date, le document est confidentiel et il sera donc soumis au conseil municipal. Ça m'étonnerait qu'on l'ait au conseil municipal du 8 juillet, mais il sera certainement mis à l'ordre du jour du conseil municipal de début septembre. Et à partir de la présentation du conseil municipal, il sera public et communicable à toute personne qui en fera la demande. Et de toute façon, on le mettra en ligne à ce moment-là. Centre de vaccination, on a un nouveau tour de vaccination prévu le 23 juin
et deuxième et rappel le 21 juillet. Cette fois-ci pour les jeunes à partir de 18 ans. Pas pour tout le monde, mais à partir de 18 ans, pardon, parce que ça peut être aussi les vieux, mais à partir de 18 ans. Et cette fois-ci, on a 200, un peu plus. Ouais. On peut obtenir plus de 200 doses. Donc, ce serait bien de relayer sur vos réseaux, auprès des gens que vous connaissez, tout ça, parce que ça commence à s'inscrire, mais ça démarre tout doucement. Ce serait dommage de ne pas avoir à vacciner, parce qu'il reste quand même pas mal de gens, surtout dans les jeunes, à vacciner. Voilà. Sur les contrôles de vitesse, maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, contrôle de vitesse, 1er mars, on a fait les débuts des contrôles de vitesse. Alors, sans mesure de retrait de points ni de verbalisation. 15 mars au 6 juin, on a fait des contrôles où on a commencé à contrôler les gens au-dessus de 75 km/h, c'est ça? Voilà. On a obtenu, depuis ce temps-là, on a fait 44 heures de contrôle sur route. 33 procès-verbaux en zone 50. Les plus gros étant Perrin, Badette, Caplan et Compostelle, la route de Compostelle à La Vignole. Il y a eu 9 verbalisations entre 20 et 30 km/h au-dessus, 22 entre 30 et 40 au-dessus, 2 au-dessus de 40. 1 à 107 km/h route de Perrin que la police municipale n'a pas pu intercepter puisqu'il est arrivé trop vite sur eux et ils n'ont pas eu le temps de l'interpeller. Ils n'ont relevé qu'une partie de la plaque, par contre... J'espère pour vous que vous n'avez pas une Audi noire qui se termine par je ne sais plus quelle lettre, mais celle-là, par contre, elle est dans les mémoires pour tous les policiers municipaux. Voilà. La majorité des gens, globalement, ce qui ressort, c'est que la majorité des gens reconnaissent et sont plutôt agréables malgré l'amende, parce que c'est 2 points et 135 €, parce qu'on ne contrôle pas. L'objectif pour nous, ce n'est pas de prendre les gens à 51 km/h. C'est pour ça qu'on a monté la barre. Mais par contre, voilà. Égalité homme-femme sur les conducteurs. Ni gagnant ni perdant sur le sujet. 65% de sa loi. Et sur le total, donc il y a eu 35 extérieurs. Il faut savoir que, par exemple, sur La Vignole, sur la route de Compostelle, puisque j'ai été alerté par les parents d'élèves sur la vitesse de la route, et j'aurais répondu que les 2 derniers contrôles qui avaient eu lieu, c'est 2 parents d'élèves qui ont été interceptés, sans ceinture, téléphone au volant, enfant pas attaché à l'arrière, donc si vous voulez, et en excès de vitesse. Donc si vous voulez, voilà, et c'est 2 parents d'élèves. Donc voilà, c'est toujours les... Voilà. Patrick, ouais. Oui. Pour compléter, dans les quartiers, Bilos et tous les quartiers, il n'y a pas eu de vitesse supérieure à 75 km/h. Donc cette barre qu'on s'était fixée, on la maintient. Elle va être progressivement descendue, tant sur les départementales que dans les quartiers, puisqu'il faut maintenant aller chercher les gens qui dans les quartiers sont à 72, 74, voilà. On va la descendre un petit peu, on ne sait pas, peut-être 40% au-dessus de la vitesse des 50, petit à petit, pour acclimater les gens. Le but étant pas de faire que de la répression, bien entendu. Puisqu'avec ça a été donné, j'ai fait un document, en fait, qui est signé, pas signé, mais à mon nom, qui est un document pédagogique en fait qui est remis aux personnes sur le fait qui est issu de la prévention routière, qui est sur les déplacements, le temps qu'on gagne sur 10 km, sur 30 km, sur 50 km et les risques qu'on encourt par rapport au dépassement de vitesse. Voilà. Donc on va petit à petit ramener la vitesse un peu plus bas, progressivement, tout en restant dans la pédagogie. Voilà, l'objectif petit à petit, c'est d'aller dans les quartiers. C'est-à-dire, on a des demandes route de la Mole, route de Pays Bidot. On a quelques demandes sur différents secteurs, donc on va y aller gentiment à différents horaires. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué puisque alors on a que Jean-Michel qui est là, avec Lionel Dupart, mais Lionel Dupart, alors il faut savoir qu'il n'est pas encore assermenté, il va être assermenté dans quelques temps. On attend la réception de son diplôme puisqu'il a été reçu à l'examen de police municipale. Maintenant, on va le faire convoquer par le tribunal d'Arcachon pour l'assermentation. Et à partir de ce moment-là, on va dire qu'il pourra mener des missions comme peut le faire Jean-Michel. Patricia, elle, a commencé sa formation à Poitiers. Elle sera la semaine prochaine pour 5 jours en stage à la gendarmerie de Belin-Bélier pour voir avec eux les interventions sur le territoire et pour travailler un peu avec eux. Et elle suivra par un stage à la mairie de Sanguinet avec la police municipale, pour un stage en police municipale. Et ensuite, elle passera l'été chez nous avant de repartir à Poitiers jusqu'au mois de novembre.
Oui, pour terminer, on fait aussi du ciblage sur demande de citoyens. Il y a des citoyens qui nous signalent des véhicules avec un type, avec une forme dans certains quartiers. Donc on essaye d'aller ponctuellement, dans ces horaires de passage, chercher... bon, il y a 3 cas pour l'instant. Voilà. Un au Kaplan et à Bilos. Ça, on va s'en occuper. Enfin, il faut un peu de bruit, mais c'est ceux qui ont vraiment percé un peu plus, quoi, qui sont toujours pareil au-dessus de la limite. Oui, on a 3 cas qu'on essaye d'aller chercher, pour l'instant sans succès. Pareil, on n'a pas assez de temps pour avoir 2 agents permanents sur le terrain, parce qu'il y a toutes les autres missions à remplir. Mais à terme, c'est l'objectif avec la montée en puissance de la police municipale. Vous avez bien compris que l'objectif, de toute façon, puisque ça a été indiqué dans le journal, l'objectif est de passer à terme à 4 policiers municipaux pour travailler à 2 équipages formés qui nous permettra de développer des missions. Alors, pas tous les week-ends, pas toutes les nuits, mais d'avoir régulièrement des patrouilles de nuit, des patrouilles de week-end et des interventions un petit peu plus régulières à des moments un peu différents que le 9h-17h ou aujourd'hui le 7h-19h quand ils font des opérations spécifiques. Voilà. Je vous propose... Alors, attendez, on va... Non, ben là, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai pas reçu de questions diverses. Est-ce que vous avez une question orale? Non plus. Parfait. Je vous souhaite une excellente soirée.